Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Bienvenue au Carrefour de l'Horloge, d'abord. Nos locaux sont un peu petits pour vous accueillir, mais le cœur est grand et nous sommes très heureux de le faire. Nous allons passer un moment avec Henri de Lesquen. Je reviendrai tout à l'heure sur le sujet qu'il va traiter. Je voulais d'abord, après vous avoir à nouveau remercié d'être venus aussi nombreux, j'espère que ceux qui ne sont pas assis ne trouveront pas ce moment trop inconfortable. Et nous inaugurons la nouvelle saison 2017-2018 de nos rencontres de jeudi et Carrefour Doctrinaux. Alors comme il y a beaucoup de nouveaux, je vais dire en deux mots quelle est la différence entre les Carrefours Doctrinaux et les rencontres du jeudi, de Carrefour de l'Horloge. D'abord, les deux sont des manifestations régulières du Carrefour de l'Horloge destinées à nos membres et à nos sympathisants. Donc vous serez les bienvenus, tant à l'une qu'à l'autre, il n'y a aucun problème. Les rencontres du jeudi permettent à un orateur, à un écrivain qui vient de publier un ouvrage, de venir s'exprimer devant vous sur un thème qui se rapporte à l'ouvrage qu'il vient de publier. Et vous avez la salle a la possibilité, l'auditoire a la possibilité de dialoguer avec l'orateur pendant une durée d'environ 30 à 45 minutes et de ce point de vue-là, d'avoir donc ce contact immédiat avec l'auteur d'un livre qui vient de sortir. Je vais vous dire par exemple qui nous allons recevoir dans le dernier trimestre. Les Carrefours Doctrinaux sont des séances un peu particulières dans lesquelles les membres et les dirigeants, si je puis dire, avec beaucoup de modestie, du Carrefour de l'Horloge s'expriment sur un sujet donné. Par exemple, ce soir, c'est l'exemple type de notre président Henri de Lesquen qui va s'exprimer sur les critères de l'identité de la France. Car c'est un carrefour, parce que vous venez, comme le Carrefour de l'Horloge, on se rencontre, on vient de partout. Il est doctrinal parce qu'il représente la position doctrinale du Carrefour de l'Horloge sur ces questions. C'est un moment symbolique, non seulement parce que nous ouvrons notre cycle de réunions de Carrefour Doctrinaux et de rencontres du jeudi pour cette année, mais aussi parce que le funeste Philippot, je reprends une expression d'Henri de Lesquen, le funeste Philippot, talon d'Achille de Marine Le Pen, ça c'est pour ceux qui connaissent Greg et qui ont de la culture de bande dessinée, si vous voulez, vient de quitter le Front National. Alors depuis le temps que notre président et son conseil d'administration soutenaient l'idée que le Front National souffrait de la présence de ce monsieur, pour nous c'est une excellente chose ce soir. D'ailleurs vous voyez la mine réjouie de notre président et ça suffit à expliquer la situation. Un excellent jour. Alors, pour vous donner un exemple de ce que nous faisons tous les mois, je vais citer les prochaines réunions du Carrefour de l'Horloge pour le dernier trimestre 2017. Donc aujourd'hui, 21 septembre, Henri de Lesquen, j'y reviendrai tout à l'heure. Le 26 octobre, nous aurons Marc Rousset, que vous connaissez certainement, autour de son ouvrage « Adieu l'argent roi ». Et pour poursuivre dans l'idée de la réflexion sur une autre façon d'être un homme ou une femme, c'est-à-dire une autre façon de ne pas être qu'un consommateur, mais d'être un homme, un citoyen, après Marc Rousset, Adieu l'argent roi, nous aurons Yves Ambleau, L'homme héroïque. Donc deux séances qui se ressemblent, mais qui en fait m'ont paru complémentaires, puisqu'il est urgent aujourd'hui, et je parle surtout aux nouveaux qui sont là ce soir, que nous ne refusions d'être des simples consommateurs et que nous redevenions des citoyens avec tout ce que cela suppose de courage, de volonté de résistance. Le 7 décembre, comme nous serons en hiver, j'ai pensé qu'il serait bon de parler un peu du climat. Et j'ai pensé qu'il serait excellent d'inviter Christian Girondeau autour de son dernier ouvrage, Climat, la grande manipulation. Vous connaissez tous Christian Girondeau, vous savez que c'est un des plus ardents défenseurs de la thèse réfutant la climatologie ambiante qui règne et qui veut nous faire croire que les avatars actuels que connaît la planète sont dus aux activités humaines.
et en déduire qu'il faut limiter l'activité humaine et donc avoir un pouvoir sur l'activité humaine, bien entendu, pour soi-disant limiter ce réchauffement climatique. Au cours du trimestre suivant, nous aurons d'autres personnes, bien entendu, mais comme pour l'instant, soit elles ne savent pas encore que je vais les contacter, soit elles n'ont pas encore donné leur accord, vous permettrez de ne pas les citer. Ce soir, c'est une réunion essentielle pour les idées que nous défendons et que nous ne défendons pas d'aujourd'hui. Vous ne connaissez peut-être pas cet ouvrage. Il est paru en 1985, édité par Albin Michel. C'est un travail de communication, c'est un recensement de communications qui ont été présentées les 28, 29 et 30 avril 1985 à l'université de printemps du Club de l'Horloge. Le Carrefour de l'Horloge s'appelait à l'époque le Club de l'Horloge, et qui a été conclu d'ailleurs à l'époque par Jacques Médecin. Dans cet ouvrage, que disions-nous? En 1985, je cite simplement le 4e de couverture, donc je n'invente rien. Mais aujourd'hui, disions-nous, l'identité de la France est en péril. Nous étions en 1985. Une immigration non maîtrisée met en cause le droit du peuple français d'exercer sur son sol une souveraineté sans partage. Menacés dans leurs droits, les Français sont aussi peu à peu dépossédés de leur histoire et risquent de perdre foi en leur destin. Peut-on laisser ainsi la France se disloquer? Je vous rappelle qu'à peu près à la même époque, à quelques années près, un autre écrivain prophétique, Jean Raspail, écrivait Le Camp des Saints. Ceux qui ne l'ont pas lu, je leur recommande vivement la lecture de cet ouvrage. Indispensable. Henri de Lesquen est de ceux qui a fondé, créé, développé et travaillé sans cesse sur les idées défendues par le Carrefour de l'Horloge. Sans lui, c'est pas parce qu'il est là et c'est pas parce qu'il est mon président, bien sûr je le faillote un peu, c'est naturel, mais c'est pas parce qu'il est là, mais je dirais que sans lui, que serait l'idéologie de la droite? Elle ne serait qu'une seule chose, une machine à placer des gens qui veulent gagner de l'argent. Henri de Lesquen a réfléchi longtemps et réfléchit encore sur l'identité de la France, notre bien le plus fragile aujourd'hui, mais le plus précieux. C'est ce qui fait que nous sommes tous, ce soir, aussi nombreux entassés dans cette petite salle. Quels sont les critères de l'identité de la France? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Non pas sur le papier, mais dans son âme, dans son cœur. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Henri de Lesquen, vous avez la parole, cher président. Merci, cher Pierre Milan. Joseph de Maistre, en 1796, écrivait dans les Considérations sur la France « La Constitution de 1795, tout comme ses aînés, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Donc, nous ne sommes pas des hommes en général, des abstractions, nous sommes des Français. Et nous avons notre identité comme des Français. Alors me direz-vous, c'est la question à régler d'emblée, qu'est-ce que l'identité en général, avant de voir en détail ce que c'est que l'identité de la France, notre nation, notre patrie. L'identité, c'est ce qui fait que l'on demeure le même au fil du temps, tout en étant différent des autres. C'est ce qui fait que Pierre Milan est le même à l'instant où je lui parle, où je le regarde, qu'il l'était au début de notre exposé, et qu'il était même hier et avant-hier. C'est pour les philosophes l'excéité dans la philosophie de Jordan Scott, c'est-à-dire ce qui reste dans l'individu quand on retire tout ce qui fait qu'il ressemble aux autres.
La France, donc, a une identité qui s'est formée précisément au XIe siècle. Non pas plus tôt, au XIe siècle. Elle apparaît d'abord dans la littérature et la langue avec la chanson de Roland, notre premier monument littéraire national, la chanson de Roland, qui est écrit évidemment dans un français un peu différent du nôtre, mais si on modernise l'orthographe, en fait, on s'aperçoit que la langue n'est pas si différente. Lorsqu'il est écrit Roland est preux et Olivier est sage, c'est assez compréhensible, bien que l'adjectif preux soit sans doute ignoré dans les banlieues du 93, du 9-3. Ou même lorsque il est dit Sot sort Roland que la mort le tresse prend, avec un peu d'effort, on comprend que Sot c'est cela, Roland sent que la mort le transperce. Donc c'est le premier monument de la langue française apparaît, et dans cette chanson de Roland, eh bien, on chante la douce France. La douce France, donc déjà apparaît, avec la langue française, issue d'une longue évolution à partir du latin, l'amour de la patrie, de la douce France. Et la France naît au XIe siècle simultanément avec l'Occident chrétien. La France, évidemment, qui est le centre et la principale partie de l'Occident chrétien historiquement, eh bien, naît en même temps que lui. Qu'est-ce que l'Occident? C'est la civilisation de l'incarnation avec un grand I, ou de la civilisation de la personne, comme disait Henri de la Batide, qui fut directeur de l'Institut des langues orientales, la Langso, qui distinguait la civilisation de la personne, de l'incarnation, l'Occident, de la civilisation de la parole, l'Orient, de la civilisation du rythme, l'Afrique noire. Et l'Occident commence véritablement au XIe siècle, lorsqu'il rompt avec l'Orient, bien sûr, ou lorsqu'il se sépare définitivement de l'Orient. Alors cela se voit de bien des façons. La façon la plus profonde, puisque j'ai parlé d'incarnation, c'est le filioque. Et les querelles théologiques sont des querelles de civilisation et des querelles anthropologiques. Qu'est-ce que c'est que le filioque? Eh bien, vous savez que dans le credo, du moins dans le credo catholique, on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et je crois en l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils. Et le et du Fils, en latin, filioque, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui expatrait filioque procedit, veut dire, filioque c'est et du Fils. C'est donc la question théologique, un peu délicate évidemment, puisqu'il s'agit du dogme de la Sainte Trinité, qui comme chacun sait est un mystère, du rapport entre le Saint-Esprit et les deux autres personnes de la Sainte Trinité. Sur le sujet, je ne m'étendrai pas trop, mais j'affirme simplement que le filioque est nécessaire à la pleine incarnation, au plein dogme de l'incarnation. Et donc en réalité, le christianisme byzantin qui refusait le filioque, celui de Constantinople, et qui était excommunié à cause de cela, n'est nullement orthodoxe du point de vue des catholiques, mais hétérodoxe. Donc il y a dans cette affirmation théologique une confirmation de ce que c'est que l'incarnation, qui n'est pleinement réalisée que lorsque le Saint-Esprit qui sauve l'homme par la grâce procède non seulement du Père, mais aussi du Fils. Autrement dit, la mission salvifique du Fils ne s'arrête pas à sa mort sur la croix. Et l'incarnation avec un grand I est le dogme central qui représente l'essence de l'Occident et qui aboutit à toutes sortes de conséquences très pratiques, très politiques, très morales, très philosophiques, et notamment cette conséquence de la liberté de la personne humaine. Car c'est parce que l'homme porte en lui-même une part de la divinité qu'il a vocation à être libre. Alors, sur le plan plus politique, l'Orient et l'Occident se séparent aussi par la conquête normande, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, trop méconnu, parce que l'épisode de la conquête du sud de l'Italie par les Normands venus de Normandie, et pas de Norvège, les fils de monsieur le seigneur de Hauteville, qui ont pris le sud de l'Italie en partant de rien, le sud de la botte, mais aussi la Sicile, en repoussant les musulmans au XIe siècle. Et également, ils ont repoussé les Byzantins par la prise de Bari
de la ville de Paris, le port de Paris, en 1071. Alors, il faudra attendre, évidemment, plus à l'ouest, en Espagne, 1492, la fin de la Reconquista, pour que les frontières de l'Orient et de l'Occident soient fixées. Mais déjà, à l'est, entre le monde byzantin, qui est l'Orient, et le monde musulman, avec le départ des Sarrasins, eh bien, les frontières sont fixées dès le XIe siècle. Le XIe siècle, c'est aussi la première croisade, un grand moment d'ailleurs d'unité occidentale, puisque les Francs, c'est-à-dire les Français, ont emmené avec eux des gens venus de toute l'Europe de l'Ouest pour libérer les lieux saints, et le grand Godefroy de Bouillon a pris, comme vous le savez, Jérusalem en 1099. C'est aussi le début de la dynastie capétienne. Hugues Capet règne à partir de 987, et c'est la fin du chassé-croisé des Robertiens capétiens et des Carolingiens qui a duré pendant tout le IXe siècle. Avant les Capétiens, qui étaient des Français qui parlaient français, les rois de France, du royaume des Francs fondé par Clovis, Regnum Francorum, étaient, je n'ose dire des Allemands, mais des Germains, dont la langue maternelle était le francique. Langue germanique plutôt proche du néerlandais du reste que de l'allemand de Goethe, mais c'était des Germains. Et de plus, il y avait une conception patrimoniale de l'État auparavant. Comme l'a montré le traité de Verdun, les successions se faisaient par le partage territorial du royaume. Donc on est passé avec les Capétiens, évidemment, à un monde nouveau, c'est-à-dire que le royaume a continué à être lui-même jusqu'aujourd'hui. Mais avant ce XIe siècle, et ces éléments que je viens de décrire, qu'y avait-il ? Bien, que s'est-il passé ? Il y a eu un long processus, car la France est issue d'un synécisme celto-romano-germanique, qui s'est réalisé dans le cadre du royaume des Francs, lorsque Clovis s'est converti au catholicisme en 496. Vous savez, Dieu Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser. 496. Et cela s'est poursuivi lorsqu'il a battu les Visigoths en 507 à la bataille de Vouillers. Les Visigoths qui étaient alors des Ariens, c'est-à-dire des disciples des chrétiens, disciples de l'évêque Arius. Et donc il a fait du royaume des Francs un royaume catholique, qui a évidemment marqué notre identité. Et ce sont les Francs qui ont donné leur nom à la France. Pour autant, les Francs n'étaient qu'une petite partie de la population au Ve siècle. On a estimé, autant qu'on puisse le faire, que les Francs et les autres Germains, parce qu'il y avait aussi les Ostrogoths, les Burgondes, les Visigoths eux-mêmes, représentaient 5% de la population au nord de la Loire et 1% au sud. Entre parenthèses, on appelait ça les grandes invasions. Hein. Alors aujourd'hui, les 5%, on en est loin. Hein. Mais quand on vous parle d'invasion, vous êtes suspecté d'être un méchant xénophobe ou raciste. Donc en moyenne, on peut estimer environ à 2 ou 3% la proportion des Francs dans ce qui est aujourd'hui la France. Autant dire que c'était très minoritaire. Et avant les Francs et les autres Germains, il y avait les conquérants romains, qui nous ont donné notre langue, puisque le latin, langue du Latium, donc des Romains, a évincé le gaulois, langue celtique, et s'est transformé peu à peu, jusqu'à la chanson de Roland et jusqu'à cette réunion du carrefour de l'horloge, pour devenir le français. Que nous parlons, ou que nous essayons de parler aussi bien que faire se peut. Et il a quand même fallu 500 ans, hein, je le répète, pour ce synécisme celto-romano-germanique. Et je remonte dans le temps, car avant les Romains, qui nous ont apporté tout ce que vous savez, les institutions dont nous avons hérité, qui d'ailleurs, à travers lesquelles nous avons hérité de la pensée grecque, il y avait avant donc les Gaulois ou Celtes, ce qui revient au même. Et la tradition universitaire a sous-estimé, la plupart du temps, et largement, la part de notre identité qui remonte aux Celtes et aux Germains. Pour ne prendre qu'un seul exemple, notre conception de la liberté individuelle vient entièrement des Germains.
ou en partie des Celtes, mais sûrement pas des Romains. Les Romains nous ont fourni la science juridique, et la liberté individuelle vient de la tradition des libertés germaniques. Avant donc la conquête de la Gaule par César, il y a eu les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, pour l'essentiel, puisque les Francs n'étaient que 5% dans le nord et 1% dans le sud, puisque les Romains n'étaient que 1 ou 2% de la population, nous descendons donc des Gaulois. Mais quand les Gaulois eux-mêmes sont-ils arrivés? Les Gaulois sont arrivés en plusieurs vagues. La vague la plus récente, c'est à l'époque de ce qu'on appelle la Tène, du nom d'un site qui doit se trouver en Suisse, vers 450 avant Jésus-Christ. Avant, c'était Hallstatt, 800 ou 900 avant Jésus-Christ. Mais selon le grand spécialiste des Celtes, Venceslas Kruta, les proto-Celtes étaient déjà chez nous 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes des Gaulois. Mais pour autant, les Gaulois sont arrivés, peut-être il y a 2000 ans, ou 3000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ, pour occuper ou pour conquérir un espace qui était déjà habité. Il y avait une population pré-indo-européenne. À la différence des Gaulois, des Germains et des Romains, qui étaient tous des Indo-Européens. Ils avaient beau être très différents les uns des autres, ils participaient à la grande famille des peuples indo-européens, ils avaient tous hérité de la tradition indo-européenne qu'ils avaient plus ou moins transformée. Alors cette population pré-indo-européenne remonte jusqu'à l'homme de Cro-Magnon, qui n'était pas du tout l'homme primitif que l'on dit, qui est arrivé vers 30 000 avant Jésus-Christ, et qui a évincé les Néandertaliens. Certains prétendent que l'homme de Néandertal a laissé quelques traces génétiques dans la population, mais c'est très petit. Et ce qui est sûr, c'est que les hommes de Cro-Magnon ont supplanté et ont éliminé l'homme de Néandertal. Ce qui veut dire, pour ceux qui aiment faire de la repentance, que nos ancêtres les plus lointains ont commencé par faire le génocide des premiers occupants de la France d'aujourd'hui, qui étaient les hommes de Néandertal. Voilà. Alors comment ont-ils procédé? L'histoire ne le dit pas, et la préhistoire non plus. Voilà donc, très rapidement brossé, très rapidement survolé, les étapes, que j'ai d'ailleurs retracées par ordre chronologique inverse, de la formation de la France, ce synécisme celto-romano-germanique, qui aboutit au XIe siècle à la naissance de la France, et en même temps la naissance de l'Occident chrétien. Mais quels sont donc aujourd'hui, peut-on dire, les éléments constitutifs de cette identité nationale de la France? Eh bien, j'en vois un certain nombre. La race et le fond génétique, la religion, la langue, le territoire, l'État, la conscience nationale. Je commencerai par la race et le fond génétique. Et inévitablement, je vais être obligé de citer le général de Gaulle. Certains connaissent, ça m'aurait étonné. Certains connaissent la phrase célèbre qu'il a confiée à Perfit en 1959, et qui est la suivante. C'est de Gaulle qui parle, hein. Pas Henri Tizot ni Henri Delescq. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Alors, c'est une phrase superbe que j'emploie régulièrement, hein, un passage superbe. Il a dit bien. Hein. Parce qu'elle dit tout. Elle dit tout. Le plus important, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, c'est à condition qu'il reste une petite minorité. Question de seuil. La France est ouverte à toutes les races, oui, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors pour reprendre cette définition
du général de Gaulle, que je permettrai de compléter avec outrecuidance peut-être, et de préciser, je dirais que la France est un peuple d'Europe, d'origine indo-européenne, de race caucasoïde, de culture occidentale, de religion chrétienne, héritière de la Grèce et d'Europe. Alors, d'origine indo-européenne, bien sûr, puisqu'elle est issue d'un synécisme de 3 peuples indo-européens, les Gaulois, les Romains, les Germains, les Francs. Alors je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qui ne l'auraient pas encore appris, que la race caucasoïde, c'est ce qu'on appelle vulgairement la race blanche. Car selon la terminologie scientifique du grand anthropologue américain Carleton Coon, mort en 1984, il y a 5 races humaines, non pas 3, les blancs, les jaunes, les noirs, il y a 5. Les caucasoïdes, les mongoloïdes, les congoïdes, les capoïdes et les australoïdes. Au passage, vous remarquerez qu'il y a 3 races noires, les congoïdes, les capoïdes et les australoïdes. Alors les capoïdes, vous pouvez les oublier, ce sont les Boshima Oliotanto, qui ne sont pas très nombreux. Sachant que la race, ou les races, sont la subdivision de l'espèce dans la taxinomie linnéenne, la taxinomie, la classification, élaborée en premier lieu par Carl von Linné, le grand naturaliste du XVIIIe siècle. En l'occurrence, il s'agit des subdivisions de l'espèce Homo sapiens. Et ces races que je viens de citer, donc pour nous la race caucasoïde, sont subdivisées en sous-races. Et pour la race caucasoïde, les sous-races sont très nombreuses, notamment pour ce qui nous concerne la France, la sous-race nordique, la sous-race méditerranéenne, la sous-race alpine, etc. Alors, la race, donc, ne suffit pas à distinguer les Français de peuples voisins. Il y a peut-être une composition différente des sous-races de la race caucasoïde entre chacun des peuples, mais la race ne correspond à aucun peuple en particulier. Les voisins de la France sont tous peuplés, du moins avant les vagues récentes d'immigration, de personnes de race caucasoïde. Donc le racisme, s'il signifie la réduction à la race, est d'une part une théorie fausse, et d'autre part une doctrine incompatible avec la nation. Aucune nation ne coïncide avec la race, pas plus la France qu'une autre nation. Pour autant, la question raciale est centrale, parce que le fond génétique est à la base de l'identité d'un peuple, et parce que une société est un système bioculturel. C'est aussi bien une erreur de réduire la société au fond génétique, donc à la race, que d'oublier que la culture repose sur le fond génétique. C'est d'ailleurs une analyse que nous avons développée dans le 2e livre du Carrefour de l'horloge, La politique du vivant. Alors, ce qui est important pour nous, puisque nous parlons de l'identité de la France, c'est que, puisque la société est un système bioculturel, une trop grande modification du fond génétique, consécutive à l'immigration, détruirait notre identité, ou est en train de la détruire. N'oublions pas qu'il n'y a quasiment pas eu d'immigration en France pendant 1300 ans. Les gens qui vous racontent que la France a toujours été un pays d'immigration disent n'importe quoi. Entre 550 et 1850, à part l'arrivée de quelques millions de Normands en Normandie, la province de France à laquelle ils ont donné leur nom, il n'y a pas eu d'immigration pour ainsi dire, sur le territoire actuel de la France. Entre 550 et 1850. 1300 ans sans immigration quasiment. Ensuite, immigration européenne, venue d'Europe de l'Est et du Centre. Pendant un siècle, jusqu'en 1950. Et c'est seulement depuis 1950 que l'immigration est devenue dramatique, puisqu'elle porte sur des populations entières venues d'Asie ou d'Afrique qui n'ont pas la culture ou la race qui convient à l'assimilation. Deuxième élément constitutif de la nation et de l'identité de la nation, la religion. La France est une nation chrétienne. J'ai dit tout à l'heure que la France s'était formée pendant 500 ans, qu'elle a continué à s'épanouir dans le cadre du royaume des Francs, catholique depuis la conversion de Clovis au catholicisme en 496. C'est donc dans ce cadre
très religieux, très marqué par la religion, que s'est épanouie l'identité de la France et qu'ensuite, jusqu'à une date récente, jusqu'aux guerres de religion, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à la déchristianisation récente, que la France a pu développer et affirmer son identité. Alors, au passage, je voudrais balayer quelques erreurs courantes de la propagande cosmopolite. L'une d'entre elles consiste à dire que l'Occident est une civilisation judéo-chrétienne, qu'il y aurait des valeurs judéo-chrétiennes, que la France serait judéo-chrétienne. Ce sont des balivernes. Il n'y a rien de juif dans notre identité, mis à part le fait que le christianisme est d'origine juive et qu'on peut le qualifier de judaïsme évangélique ou de judaïsme apostolique. Mais le judaïsme actuel, le judaïsme rabbinique, n'a exercé aucune influence sur notre identité. Aucune. D'ailleurs, pour la bonne raison, c'est qu'entre l'expulsion définitive des Juifs de France en 1394 et leur émancipation en 1789, il n'y avait quasiment pas de Juifs en France. J'ajoute qu'avant, en 1394, ils étaient marginalisés. Le concile de Latran en 1215 avait demandé qu'ils portassent un signe distinctif et le bon roi Saint-Louis leur avait fait porter une rouelle. Donc ils étaient marginalisés. Donc aucune influence autre que négligeable des Juifs sur l'identité de la France. Alors bien entendu, lorsque Sarkozy a dit que la France avait des racines juives, il a dit une sottise. Au passage, je citerai Chirac qui avait dit avant Sarkozy que la France avait des racines musulmanes, ce qui est encore plus inepte. Mais je veux dire que les hommes politiques, lorsqu'ils s'amusent à dire des sottises, ils rivalisent dans ce domaine. Hein. Alors, la religion est un facteur essentiel de l'identité. Et donc un épisode très important dans le maintien, dans la consolidation, de l'affirmation de notre identité nationale, ça a été l'éradication des cathares au XIIIe siècle. Alors, je passerai rapidement sur le sujet, mais il faut que vous sachiez que les cathares, qui ont donné lieu à toute une littérature géographique, avaient une religion épouvantable, et en tout cas, pour le sujet qui nous intéresse, une religion dualiste, complètement orientale, qui refusait justement l'incarnation. L'Occident est la civilisation de l'incarnation, et les cathares, qui étaient en fait issus d'une secte bulgare, la secte des Bogomiles, et considérait que l'âme était enfermée dans la prison du corps, le contraire donc de la doctrine de l'incarnation. De la doctrine de l'incarnation avec un grand I et avec un petit I, au sens où l'âme est incarnée, l'âme de chaque individu, de chaque personne justement, est incarnée dans son corps. Ça c'est la doctrine catholique, chrétienne en général, mais c'est aussi le sens de la conception de l'homme que nous avons toujours gardé, même à travers les doctrines non chrétiennes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Au contraire, autant le catharisme était une religion orientale qu'on a bien fait d'éradiquer, je proposerais volontiers la canonisation de Simon de Montfort, si vous êtes d'accord. C'est un grand homme, alors peut-être pas très charitable, mais il a fait beaucoup de bien à la France et à la chrétienté. Et il a été calomnié. Le calvinisme, en revanche, est pleinement français. J'ai découvert avec stupéfaction il y a quelque temps que la plupart des gens, en tout cas beaucoup d'entre eux, ignoraient que Jean Calvin était français. Jean Calvin est né à Noyon en Picardie, tous ses ancêtres étaient français, il n'a jamais été suisse, d'ailleurs Genève à l'époque n'appartenait pas à la Suisse, il a fini ses jours à Genève, mais il était français, du bout des ongles. Et je dirais même plus que, premièrement, le calvinisme est très symptomatique de l'esprit français par son côté rationnel, très classique, et secondo, que Jean Calvin a joué un rôle presque équivalent à celui de Luther en Allemagne pour la formation de notre langue, de la langue classique. On ne le sait pas, mais lisez l'Institution de la religion chrétienne dans sa version française, il a d'abord écrit en latin. Alors je ne suis pas en mesure d'apprécier la qualité de son style en latin, mais en français c'est admirable, et il a été donc le fondateur du français classique un siècle avant Racine. Donc l'esprit français, ça n'est pas seulement catholique, il est aussi calviniste, et au sein du catholicisme, il est d'abord, avant tout, si on prend la France dans ses 1000 ans d'existence, aussi bien janséniste et gallican. L'école janséniste est une des plus admirables écoles de pensée du monde. En fait, ça veut dire que c'est la plus grande école de pensée qu'il y a eu dans le monde. Si vous songez
que le plus grand écrivain français, Jean Racine, était janséniste, que le plus grand esprit français, Blaise Pascal, était janséniste, que le plus grand jurisconsulte français, Jean Demas, était janséniste, que le fondateur de la linguistique moderne, le grand Arnaud, Antoine Arnaud, était janséniste, que le meilleur traducteur de la Bible, Louis Isaac, le maître de Sassy, était janséniste. Enfin, je m'arrête là. Mais c'est une école admirable, et il est bien dommage qu'on l'ait persécutée. Le catholicisme ultramontain d'aujourd'hui, qui se dit traditionnaliste, et pour lequel j'ai beaucoup d'amitié au demeurant, n'est pas si traditionnaliste que cela. Il est en fait importé d'Italie et d'Espagne. Je rappellerai simplement que, ou je mentionnerai plutôt, car c'est trop ignoré, que les ultra-royalistes de la Restauration, 1815, 1820, 1830, étaient gallicans et pas du tout ultramontains, ce qui est ignoré. Donc notre tradition est vraiment très gallicane. Alors, bien sûr, il y a eu la crise de la conscience européenne qui a marqué la France en particulier, que Paul Hazard a daté des années 1680-1715. C'est de là que date le clivage droite-gauche en réalité. Il a été dénommé en 1789, mais c'est lors de cette crise de la conscience européenne, titre du grand ouvrage de Paul Hazard, que vraiment il y a eu ce clivage. Donc ça fait 3 siècles, à peu près. Et le christianisme a commencé, après les guerres de religion évidemment, à connaître une véritable crise en France et en Occident, et s'appuyant sur l'humanisme de la Renaissance, qui n'était pas entièrement païen, mais qui était un peu, se développait le philosophisme des Lumières. Doctrine nouvelle, pas seulement cosmopolite, car Rousseau était plutôt collectiviste que cosmopolite, mais en large partie cosmopolite, et toujours est-il qu'elle était universaliste. La doctrine des droits de l'homme, dont nous avons hérité en partie, est universaliste. Et donc j'insiste sur un point, parce que quand on parle de l'identité de la France, il faut avoir ça à l'esprit, la France est intrinsèquement universaliste. Elle est d'abord catholique, et catholique veut dire en grec universel, et elle n'a cessé en partie d'être catholique que pour devenir maçonnique ou philosophiste, et c'est une autre forme d'universalisme. J'ai compris ça au moment en réfléchissant à l'affaire Dreyfus, parce que les anti-dreyfusaires n'avaient pas compris qu'on ne pouvait pas opposer l'intérêt de l'armée française à un principe universel qui était la justice, et que dès lors que Dreyfus était considéré comme innocent, ou dès lors qu'il y avait un doute sur la culpabilité de Dreyfus, on ne pouvait pas réclamer sa condamnation. Sans se mettre en contradiction avec le génie de la France, qui est toujours universaliste. Mais, dans la meilleure part de ce génie, c'est ce que nous appelons au carrefour de l'horloge, l'universalisme de l'incarnation. Car l'universalisme, dans sa version la plus générale, signifie simplement que toutes les valeurs sont universelles. Et c'est vrai que, pour prendre un exemple, la liberté et la pudeur sont des valeurs universelles. Mais ce qui fait l'identité d'une société, et plus généralement d'une civilisation, c'est les hiérarchies qu'elle établit entre les valeurs. L'exemple le plus simple, c'est celui du voile islamique. Pourquoi l'islam impose-t-il un voile aux femmes? C'est simple. C'est pour des raisons de pudeur. Donc l'islam fait prévaloir la pudeur sur la liberté. C'est pour que les femmes ne soient pas gênées par les regards déplacés des hommes, et c'est pour les protéger aussi de ces regards. Ça ne veut pas dire que l'Occident ou la France ignore les valeurs de pudeur et de liberté, mais c'est la manière dont on résout les conflits de valeurs, donc la hiérarchie des valeurs, qui est différente entre les deux civilisations. Alors, le troisième élément de notre identité nationale, c'est la langue. La langue nationale, celle que je vous parle aujourd'hui, c'est le français du nord de la France, la langue d'Oïl, qui s'est ensuite étendue à toute la France.
Alors nous avons la culture de la langue, nous avons le culte de la langue, ça joue un rôle très important dans notre identité nationale et dans notre sentiment d'être français. Mais à cet égard, je ne veux pas sous-estimer l'importance de la langue française, qui est considérable, mais je voudrais éviter et dénoncer les dérives sur le sujet. La langue n'est pas l'identité, elle est une composante de l'identité, elle n'est pas l'identité. L'exemple le plus topique, c'est le serbo-croate. Les Serbes et les Croates parlent la même langue. Contrairement à ce qu'ils prétendent pour des raisons chauvines, le serbo-croate est une seule langue, avec des variantes dialectales. Il n'y a pas le serbe et le croate, il y a le serbo-croate. Et pourtant, ce sont deux peuples, les Serbes et les Croates sont deux peuples et deux nations différentes. Les Serbes appartiennent à l'Orient, les Croates à l'Occident, les Serbes sont orthodoxes, enfin byzantins, les Croates sont catholiques, et comme vous le savez, comme on l'a vu récemment malheureusement, la cohabitation entre les deux peuples se fait difficilement. Ils n'ont pas la même identité alors qu'ils ont la même langue. Et notre langue française, nous pouvons la partager avec des gens qui n'ont pas la même identité que nous. Pour deux... alors c'est un peu délicat parce qu'il y a deux aspects. Premièrement, quand je dis que la francophonie n'est pas la France, c'est parce que on peut avoir le français comme langue maternelle sans faire partie de l'ethnie française. C'est le cas des Antillais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, du moins ceux qui parlent français comme langue maternelle, qui ne parlent pas le créole, qui est quand même une variété plutôt abattardie du français. C'est le cas d'un nombre croissant de nos amis d'Afrique noire, qui parfois apprennent le français comme langue maternelle quand leurs parents sont bien éduqués. Et deuxièmement, l'ethnie française ne se confond pas avec la France. Les Belges wallons ou les Suisses romands sont d'ethnie française, mais ils ne sont pas français. Et inversement, il y a en France, à vrai dire assez peu et de moins en moins, des Français, pleinement français, mais dont la langue maternelle n'est pas le français. Les Bretons bretonnants, il en reste quelques milliers. Et les Basques, qui sont plus nombreux sans doute, quelques Provençaux ou Gascons, dont la langue maternelle n'est pas le français. Mais la langue, malgré tout, est essentielle à notre identité, notamment parce que la littérature est portée par la langue. Et notre pays est un pays de littérature. Au fond, quand j'ai dit tout à l'heure que nous avons commencé notre vie nationale avec la chanson de Roland, je me suis référé à un monument littéraire. Une chanson de geste, la première des chansons de geste. Les autres pays d'Europe, pour lesquels j'ai la plus grande amitié et la plus grande vénération, ont un grand écrivain et un seul comme symbole. Je ne dis pas qu'ils n'ont qu'un seul écrivain, mais ils en prennent un plus grand que tous les autres comme symbole. C'est Dante pour l'Italie, Cervantes pour l'Espagne, Shakespeare pour l'Angleterre, Goethe pour l'Allemagne, sans compter Pouchkine pour la Russie, Pétofi pour la Hongrie, ou Mickiewicz pour la Pologne. Je dis ça pour les Polonais et les Hongrois qui sont ici. D'accord. Nous avons tellement de grands écrivains que nous avons l'embarras du choix. Entre Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Pascal, Chateaubriand, Balzac. Mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, le plus grand de tous, c'est Jean Racine. C'est le plus grand poète français, c'est le plus grand écrivain français. Les vers de Britannicus, par exemple, sont tellement beaux qu'on se met à genoux devant en les écoutant. Quatrième élément constitutif de l'identité nationale, le territoire. Il n'y a pas de nation sans territoire. La patrie, c'est la terre des ancêtres, étymologiquement, mais aussi charnellement, la terre des pères. J'aime bien cette anecdote que j'ai lue quelque part du sultan du Maroc, Mohamed V, qui fut déposé en 1953, avant d'être rétabli dans ses fonctions en 1955, sous le protectorat français, et qui avait été emmené à Paris. Il avait survolé en avion le territoire de la France. Et évidemment, il avait regardé par le hublot, le Maroc et ensuite la France. Il avait vu la différence. Et Mohamed V avait dit
à l'officier qui l'accompagnait, et qui l'a rapporté, la France est un jardin. La France est un jardin. C'est dire la beauté de la France, et c'est dire aussi à quel point notre territoire n'est pas un territoire nu, un désert, un territoire vierge. Il a été façonné par l'homme, façonné par des générations de paysans depuis des siècles, depuis plus de 1000 ans en réalité. Alors, le territoire est donc essentiel. Ce territoire transformé par l'homme, auquel nous sommes attachés, d'ailleurs je vous invite, je n'ai pas besoin de vous inviter, mais en visitant la France, vous voyez sa variété et vous voyez sa beauté que vous avez en Provence, vous avez au Périgord, vous avez en Alsace, en Bretagne. Permettez-moi, à moi qui suis breton, de vous signaler la Bretagne, qui est une très belle province de France. Mais on est ébahi d'admiration. Mais pour qu'il y ait nation, il faut qu'il y ait continuité territoriale. C'est pourquoi, en réalité, malgré la fiction pseudo-républicaine, il n'y a pas de France hors d'Europe. La Corse appartient à la France parce qu'elle est en Europe, et parce qu'elle est attachée à la France par beaucoup de liens, depuis plus de 2 siècles. Mais j'ose dire que les pays d'outre-mer sont à la France. Ils ne sont pas la France, ils ne font pas partie de la France. Le A, préposition A, une syllabe qui fait beaucoup de différence. La Martinique est à la France, elle n'est pas la France, elle ne fait pas partie de la France. Je parle de la vérité morale et pas de la fiction juridique. On peut avoir beaucoup d'affection pour les Martiniquais, j'en ai beaucoup pour ma part, mais ils ont une culture particulière, différente, qui n'est pas celle des Français. 5e élément constitutif de notre identité nationale, l'État. L'État. L'État est sans doute plus important pour la France que pour d'autres nations moins hétérogènes. Les nations récentes sont parties de l'ethnie et sont fondées sur une seule ethnie. Les nations sont apparues au XIXe siècle. D'après le principe des nationalités, où nationalité signifie ethnie. Mais la France, qui est une réalité historique beaucoup plus profonde et beaucoup plus charnelle, a besoin d'un État, et a eu besoin d'un État depuis Capet au moins, pour assurer l'unité de cet ensemble relativement hétérogène. Alors, les royalistes de l'Action française, que j'aime bien eux aussi, ont tendance à répéter avec Maurras les 43 qui ont fait la France. Je m'inscris en faux. Ce ne sont pas les rois qui ont fait la France, c'est la France qui a fait les rois. D'ailleurs, si vous regardez la carte de France, vous verrez que Paris n'est pas au centre de la France. Paris est au centre de la France du Nord, c'est-à-dire la France d'Oil. Au centre de l'ethnie française, avant qu'elle s'étende au sud et qu'elle assimile les ethnies du sud, occitanes ou autres. Donc la France veut un État fort pour assurer... elle veut un État fort pour assurer le maintien de son identité. Mais un État fort au sens de la force, fort dans ses fonctions régaliennes. La justice, la police, la défense nationale, le droit. Rien à voir avec l'État obèse que nous connaissons depuis au moins un demi-siècle, avec l'État-providence, qui dévoie les fonctions de l'État. 6e élément constitutif de notre identité, les coutumes et les traditions. Elles sont multiples, évidemment, d'une très grande variété, et elles se manifestent dans notre art de vivre, dans notre mentalité collective, qui font justement, comme le disait Joseph de Metz, qu'on est français, non pas italien ou allemand, ou russe. Je prends 2 exemples importants. On pourrait en donner des dizaines. Le premier, c'est la place de la femme dans la société.
c'est moins vrai maintenant, mais pendant longtemps, évidemment, la force physique de l'homme étant plus grande que celle de la femme, il y a donc toutes les sociétés une infériorité physique de la femme en général par rapport à l'homme. Et c'est pour protéger la femme, au moins dans les classes supérieures de la société, pour obliger l'homme à respecter la femme, que la France, à partir du Xe siècle, il suffit d'ailleurs de lire la chanson de Roland, mais surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle, a inventé la courtoisie, a mis la femme sur un piédestal, si j'ose dire, a divinisé la femme, et c'est tout de même très frappant que le plus grand personnage de l'histoire de France soit une femme, Jeanne d'Arc, qui est un personnage d'ailleurs incroyable. Lisez le livre Le procès de Jeanne d'Arc de Jacques Trémollet de Villers, où on retrouve toutes les déclarations de Jeanne d'Arc à son procès. C'est sublime, incomparable et inoubliable. Il n'y a personne dans l'histoire du monde qui soit l'équivalent de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc. Donc la femme a, et je voudrais que cela ne se perde pas dans la société actuelle, malheureusement les choses se dévoient, se perdent, la femme a une place incomparable parce que nous avons inventé la courtoisie. Je ne fais pas allusion à une radio qui est actuellement sur une voie de garage. Alors je change un peu de genre, et ce n'est pas parce que j'ai parlé de la femme que je vais parler maintenant de la cuisine. Mais la cuisine française, écoutez, mais ça fait partie du génie français. Ah oui. Et j'affirme que le génie de la France est d'avoir fait un art du simple besoin de manger. Les étrangers bouffent, les Français seuls savent manger. Je paraphrase à peu près Brillat Savarin. Et le sixième élément, c'est la conscience nationale. La conscience des Français de former une nation. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que la nation ? Ernest Renan a dit « La nation est une âme à principe spirituel ». Je me suis permis, dans un texte du Carrefour de l'Horloge qui s'appelle « Qu'est-ce que la nation ?», de le corriger pour dire que c'est très bien, oui, la nation est une âme à principe spirituel, mais puisque nous sommes dans la civilisation de l'incarnation, il faut que cette âme, ce principe spirituel s'incarne. Il lui faut un territoire, par exemple, une ethnie prépondérante. Donc je propose comme définition de la nation, définition absolument générale qui s'applique à toutes les nations, pas seulement à la France, une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Et cette communauté de destin n'existe que parce qu'il y a le souvenir des ancêtres. Je crois que c'est Pierre Chenu qui disait qu'il y avait 1 milliard d'hommes enterrés à nos pieds dans notre patrie, nos ancêtres. Il faut y penser avec respect, en répétant après Pascal cette phrase de Bernard de Chartres, XIe siècle, justement. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Quand vous utilisez votre téléphone mobile, intelligent, votre ordiphone, smartphone pour ceux qui veulent parler anglais, eh bien, pensez que vous êtes l'héritier de ceux qui ont inventé l'électricité. Ampère, voilà. Un des plus grands génies de l'histoire de France, Ampère. Qui n'est pas seulement une unité d'électricité, qui est surtout d'abord un immense génie. Un des plus grands personnages de l'histoire de France et du monde. Et donc, nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants, et nous devons donc contempler, plus que contempler, faire notre patrimoine historique. Tout à l'heure, je vous parlais de ces campagnes façonnées par l'homme, et ces villes aussi, créées par l'homme, parce qu'elles n'ont pas été détruites par un urbanisme de vandales. Ces monuments, écoutez, franchement, allez voir le château de Versailles, un jour de beau soleil du côté des jardins et du Grand Canal, comment ne pas être stupéfait d'admiration. C'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Bon.
ou aussi écouter la musique de Rameau ou celle de Debussy pour vous convaincre que la France est un pays de génie. Alors, la France, donc, dans son identité, dans la meilleure part de son identité, défend une hiérarchie des valeurs qui, au-delà du XIe siècle, remonte à la tradition indo-européenne. Vous savez que nous avons hérité, et cela s'est d'ailleurs réfracté pendant quelques siècles dans la société des trois ordres, du modèle des trois fonctions des Indo-Européens, la tradition indo-européenne fondée sur la distinction de trois fonctions sociales, fonction souveraine, fonction guerrière, fonction productive, trois fonctions hiérarchisées. Et c'est cette hiérarchie qu'il faut préserver et que notre société marchande est en train de détruire par son matérialisme. Car la fonction productive est la plus importante quantitativement et la moins importante dans la hiérarchie des fonctions. Au sommet, il y a la fonction souveraine, souveraineté politique, souveraineté religieuse, la science, la religion, la politique. Et puis il y a au-dessus, entre les deux, entre la fonction productive et la fonction souveraine, la fonction guerrière avec ses valeurs héroïques sans lesquelles nous ne serions rien. Et dont d'ailleurs, Pierre Milan va nous faire parler prochainement avec ses deux prochains invités, les valeurs héroïques. Et l'héroïsme, celui de Jeanne d'Arc en particulier, mais qui à elle seule fait la synthèse, elle était bergère, fonction productive, elle est sainte, fonction souveraine, mais elle est aussi guerrière, fonction guerrière. Et donc Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc représente la quintessence des trois fonctions qui sont l'âme de notre peuple, qui font l'âme de notre peuple. Alors les menaces qui pèsent sur notre identité sont très graves, mais il faut prendre conscience de ces menaces en les discernant, en les nommant et en les disséquant. La première, elle est évidente, c'est l'immigration. L'immigration qui aboutit ou qui aboutirait, si elle continuait, à ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, et ce que les gens qui sont immigrationnistes appellent la diversité. Parce que la diversité et le grand remplacement, c'est la même chose, hein, mais vu positivement dans un cas et négativement dans l'autre. Quand on vous demande de sacrifier la diversité, on vous demande d'abandonner ce qui faisait le sentiment de l'unité nationale. Car pour comprendre la nature des menaces, il faut souligner que le sentiment de l'unité nationale est la source de notre identité. Tant sur le plan diachronique, dans le fil du temps, nous sommes les mêmes, d'une certaine manière, puisque nous avons une identité que nos ancêtres du XIe siècle, que du point de vue synchronique, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons tous en commun, nous Français, le fait d'appartenir à la même nation et de participer d'une communauté nationale, une communauté de destin, tous ensemble. Donc l'immigration, qui menace de faire éclater la société française, donc la nation française, est évidemment une large menace, une menace grave qu'il faut combattre, qu'il faut conjurer. Il ne suffit pas d'ailleurs d'arrêter l'immigration, il faut engager la réémigration, le départ des immigrés inassimilables. Tel doit être l'objectif politique que nous devons nous fixer. Car cette immigration est beaucoup plus grave aujourd'hui qu'elle n'était il y a un siècle, parce que les populations qui viennent sont inassimilables. Je ne parle pas des individus, je parle des populations. Soit parce que, à cause de la différence culturelle, et notamment de la différence religieuse, l'islam, qui est une religion intrinsèquement incompatible avec notre identité. Soit à cause de la race. Et de ce point de vue, je tiens à dire que l'islamisation est moins grave. Elle est grave, mais elle est moins grave que la congoïdisation de la France, si vous me permettez ce néologisme. Car si, comme De Gaulle le disait, les populations de race non caucasoïde n'étaient pas quelques pourcents de la société française, mais 50%, la France ne serait plus la France. Et autant un caucasoïde de religion musulmane peut être assimilé, j'en connais quelques-uns, ils finissent par s'assimiler. Autant un congoïde, une masse de congoïdes, qui restent dans leur coin, entre eux, qui développent d'ailleurs un racisme anti-blanc souvent très virulent, anti-caucasoïde, par définition, ne vont pas s'assimiler.
La deuxième menace, c'est le déclin démographique. On peut d'ailleurs l'illustrer par deux chiffres simples, qui sont les mêmes. 200 000 entrées légales par an depuis Sarkozy 2002, ça fait déjà 15 ans. Et 200 000 avortements par an depuis Simone Veil 1975. Alors ne me racontez pas qu'il y en avait autant avant la loi légalisant l'avortement, il y en avait peut-être 20 000, mais pas 200 000 dans la clandestinité. Donc il y a cette coïncidence de chiffres est troublante et marque bien la substitution de population. On tue chaque année dans le ventre de leur mère 200 000 enfants français, et on fait rentrer 200 000 immigrés, pour la plupart du temps, non assimilables. C'est un phénomène qu'il faut arrêter, évidemment. En relançant la natalité, pour ma part, je pense qu'il est urgent d'abolir la loi Simone Veil et donc d'interdire l'avortement. Troisième menace, ou facteur de destruction de notre identité d'ailleurs, l'américanisation de la société, qui aboutit à l'aliénation culturelle de la France. Alors ce n'est pas tellement le fait qu'on boive du Coca-Cola, encore qu'il faudra mieux boire du vin, ou le fait qu'on mâche de la gomme, qui est un usage extrêmement regrettable. Non, c'est le fait que les gens appellent leurs enfants des noms des séries américaines. D'ailleurs, l'un des principaux dirigeants du Front National s'appelle Steve. Steve. Et c'est le fait que la langue française aujourd'hui est en péril. Elle est en péril parce que les gens ne la parlent pas correctement. Et elle est en péril parce qu'elle est envahie de mots anglais, ou d'anglicisme. Quatrièmement, le délitement de la société, qui se voit dans tous les domaines. Les gens ne se marient plus. Les familles éclatent. Je voudrais quand même vous donner quelques chiffres. Figurez-vous qu'en 1789, 1% des naissances avaient lieu hors mariage. 1% des naissances avaient lieu hors mariage. Parfois, les conceptions avaient lieu hors mariage, mais les enfants naissaient après le mariage. Le père régularisé. 1% seulement. Ce pourcentage de naissances hors mariage est resté inférieur à 5% jusque dans les années 1960. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. Plus de 50% de naissances hors mariage. La moitié des ménages éclatent lorsqu'il y a mariage. Donc on a véritablement, je ne parle même pas du mariage homosexuel, il y a vraiment une destruction complète de la famille, qui a été voulue pour des raisons idéologiques, et qui était mise en œuvre par un travail législatif systématique de démolition de la famille. C'est la dégradation des mœurs, y compris dans la tenue vestimentaire. J'avais l'autre jour dans le train à côté de moi une jolie jeune fille, qui était habillée d'un pantalon de toile grossière bleue, qui porte aussi un mot anglais, un nom anglais. Eh bien, figurez-vous que son pantalon de toile grossière bleue était déchiré de partout. Et ce n'est pas qu'elle manquait de moyens, hein, c'est parce qu'elle trouvait chic d'être habillée en guenille. Voilà où nous en sommes. Il faut s'habiller en guenille pour faire chic. Alors, toute cette évolution dramatique a une cause centrale unique, j'ose l'affirmer. Du moins depuis qu'elle s'est accélérée après mai 68, qui a eu la victoire de l'idéologie cosmopolite, qu'on appelle aussi idéologie cosmopolitique. Le cosmopolitisme, c'est l'adversaire de l'identité. C'est l'une des deux versions de la gauche. Elle est soit collectiviste, soit cosmopolite. La gauche étant l'expression de l'utopie égalitaire, se traduit soit par l'utopie collectiviste, qui aboutit au communisme, dans sa forme extrême, soit par l'utopie cosmopolite que nous vivons actuellement. Ce cosmopolitisme, c'est le refus des frontières. Le refus des frontières. Aussi bien les frontières physiques du peuple que les frontières morales du peuple. Frontières physiques, ça veut dire que le cosmopolitisme veut l'immigration, la supranationalité, le libre-échange, l'américanisation ou l'anglicisation. Mais les frontières morales, les frontières internes, c'est le mariage homosexuel, la pornographie, la théorie du genre, l'art ou le non-art dégénéré, la destruction de la famille, l'avortement. Et donc, ceux qui ne comprennent pas
que cette offensive contre notre identité est un tout, eh bien, font une grave erreur stratégique. Ils risquent de n'aboutir à rien. La Manif pour tous a mis des centaines de milliers de personnes dans la rue, peut-être 2 millions, comme elle le dit. Grand succès d'organisation, mais stratégie débile. Elle a cru intelligent d'inviter l'UOIF, c'est-à-dire la branche française des frères musulmans, à intervenir à la tribune, tout en interdisant aux gens du Front National d'intervenir. La Manif pour tous a chassé Manu Militari, l'excellent Christian Vannès, d'une de ses récentes universités annuelles. Elle n'a pas compris que la lutte contre le mariage homosexuel était un élément, un chapitre d'un combat global contre le cosmopolitisme. Alors, chers amis, la France a 1000 ans d'histoire. La France a 1000 ans d'histoire et plus que cela, d'une certaine manière, parce que ces 1000 ans d'histoire sont l'aboutissement de milliers d'années antérieures. J'ai dit que la France était issue d'un synécisme celto-romano-germanique, donc nous avons hérité du passé de Rome, du passé de la Grèce à travers Rome, du passé des peuples germaniques et des peuples celtiques. Et à travers tous ces peuples, de la tradition indo-européenne. De la tradition indo-européenne qui nous a notamment donné cette formule dont nous avons fait la devise du carrefour de l'horloge, pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Alors j'espère que la pensée que j'ai essayé de vous développer par la parole vous conduira à l'action. Et sachez et considérez que très objectivement, je ne crois pas faire preuve de chauvinisme, mais d'objectivité. Aucun peuple, aucune nation dans l'histoire de l'humanité ne peut être comparé à la France pour la grandeur de sa civilisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de grands peuples et de grandes périodes. J'admire la Grèce, j'admire l'Italie, qui est peut-être le pays le plus génial après la France. Mais la France se surpasse tous et largement. Nous pouvons être fiers, et nous devons être fiers, immensément fiers, d'être Français. Alors c'est parce que nous sommes forts de cet héritage incomparable qu'il nous revient de faire en sorte que la France reste la France, et qu'elle soit à nouveau, et qu'elle soit pour toujours, disons encore pour 1000 ans, un exemple admirable pour l'humanité tout entière. Je vous remercie.